Et comment s'est fait la publication dans les autres langues, alors du coup la traduction en français, comment ça s'est fait? So I was lucky enough to have landed an agent. The common knowledge is to try to get an agent first when you publish your books. I didn't. My first trilogy before 12 Kings was a case where I went to the publisher directly, got an offer for the novel, and then I searched for an agent afterwards. I had been searching for an agent but hadn't found one yet. Because I had an offer, I could go back and talk to the top of my list, my favorite agents and the ones that I knew did well. So I was very fortunate to have landed with Russ Galen in the US. He's one of the top few agents for sci-fi and fantasy. And he works with a foreign rights agent, and that agent handles essentially all of the foreign rights for Russ. And his name is Danny Bearer, and he has contacts with hundreds of countries at this point, with sub-agents in some cases, or direct contacts with him and his daughter. And so that's how it happens. I don't do anything if they just show up every once in a while when they make sales for me. So it's been great. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que donc, normalement la procédure, je dirais traditionnelle, c'est de trouver un agent tout d'abord avant tout, et puis ensuite d'aller démarcher via cet agent. Mais pour moi ça s'est pas passé comme ça. Donc pour ma première trilogie, celle qui a été écrite avant Le 12 rois de Shirakai, eh bien j'ai d'abord proposé moi-même, je suis allée directement voir les éditeurs et j'ai obtenu une offre. Un contrat. Et puis, ce n'est qu'ensuite que j'ai cherché un agent. Et donc, comme j'avais cette offre en poche, eh bien, j'ai pu me permettre de chercher un petit peu dans le haut du panier. Et j'ai donc signé avec un monsieur qui s'appelle Russ Gale. Et je suis vraiment, vraiment très, très content et très chanceux de travailler avec lui parce que c'est vraiment un des meilleurs pour ce qui est des agents en science-fiction et en fantasy aux États-Unis. Il a un réseau, un carnet d'adresses impressionnant. Il travaille avec énormément d'agents, de personnes qui s'occupent des droits étrangers, et dont un monsieur qui s'appelle Danny Bear, et qui a des contacts dans une centaine de pays. Soit par ce qu'on appelle des sous-agents, soit des contacts directs. Et donc je dirais que depuis que je connais ces personnes-là, moi je ne fais plus rien pour ce qui est des traductions. Les gens viennent à moi et puis ils vendent des livres pour moi. Effectivement, là on touche à un point qui est assez différent aux États-Unis et en France. Je ne pense pas que nos auteurs français soient représentés par un agent, même s'il y a des agents en France. Est-ce que le parcours dans l'édition, pour vous, ça a été une épreuve de patience ou ça a été une épreuve tout court? Vous êtes allé voir plusieurs éditeurs. Comment ça s'est passé un peu? Est-ce que ça a été... vous avez choisi, vous avez réussi à repérer un peu rapidement l'éditeur qui vous convenait? Ou est-ce que, ne connaissant pas forcément beaucoup le milieu, vous avez un peu erré, entre guillemets? Alors, pour moi, donc, ça a été un petit peu une histoire de chance, une histoire de bonne coïncidence qui arrive au bon moment. Parce que quand j'ai commencé donc, à soumettre les trois passeurs, personnellement, je ne l'avais pas écrit avec un public déterminé en tête. Il s'est avéré donc que pour moi, c'est de la fantasy, c'est du fantastique, mais je n'avais pas pensé que ça pourrait intéresser ce qu'on allait appeler le young adult, et qui commençait donc à se développer grandement à ce moment-là, donc surfant sur la vague de Harry Potter et tout ce qui s'en est suivi après. Donc moi j'ai commencé donc à démarcher des éditeurs qui étaient connus donc pour fantasy fantastique, et je n'avais pas pensé aux éditeurs jeunesse. Et là j'ai à remercier une de nos connaissances communes d'ailleurs, qui m'a un jour envoyé un mail en disant écoute, est-ce que tu as déjà démarché les éditions Gulfstream? Donc Gulfstream qui sont un éditeur jeunesse basé à Nantes,
Et pour moi, je connaissais bien leur production, mais je ne pensais pas qu'ils seraient intéressés par les outrepasseurs parce que ça visait une tranche d'âge plus âgée que ce qu'ils avaient l'habitude. Et elle me dit justement, ils essayent de se lancer dans une tranche qui pourrait intéresser donc, des ados plus âgés, donc vers le young adulte. Tu devrais envoyer les outrepasseurs. Je dis, bon, pourquoi pas. De toute manière, ici, c'est vrai qu'en francophonie, traditionnellement, on ne fonctionne pas avec des agents, même si ça a tendance justement à changer un petit peu. Mais donc l'auteur sollicite directement l'éditeur. Donc j'ai envoyé directement le manuscrit par mail à Gulfstream en me disant, ben voilà, on va bien voir. Et j'ai eu l'immense chance, parce qu'il faut bien dire que honnêtement, dans ce métier, il y a beaucoup d'appelés, ou tout au moins de personnes qui veulent se lancer, mais il y a peut-être très peu d'élus, à savoir qui décrochent donc un contrat de publication, et je dirais avec des éditeurs qui ont quelque part les moyens suffisants pour mettre leur roman en valeur. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que 8 mois et demi après avoir envoyé, j'ai reçu le oui de Gulfstream. Donc oui, ça a été une histoire de chance, de coïncidence et de rencontre au bon moment. Et est-ce que vous pouvez nous parler alors un petit peu, nous présenter votre livre, enfin le tome 1 en tout cas des outrepasseurs, nous parler de l'histoire, de Peter, tout ça? Alors, ce qui concerne les outrepasseurs, donc c'est un roman assez particulier, tout au moins au niveau de la structure et aussi au niveau de l'intrigue, puisqu'il y a 2 intrigues en un. J'aime bien le faire apparemment, avoir quelque part des intrigues un peu plus compliquées, apparemment. Donc on est parti donc, sur une intrigue qui se passe quelque part assez traditionnelle, puisqu'il s'agit donc d'un jeune garçon, Peter, qui a l'air tout à fait normal, ordinaire, sans histoire, mais qui, au détour d'une agression dont il va être victime, va découvrir qu'il appartient donc à une société secrète qui s'appelle donc les outrepasseurs. Et ces outrepasseurs combattent depuis des siècles un même ennemi qui s'appelle les fées. Alors pas les gentilles fées Disney, Jean Clochette et tout, mais plutôt les figures des contes et légendes traditionnelles, donc Morgane, Morrigan, etc. J'ai voulu vraiment donc un retour aux figures des contes et légendes avant qu'elles soient passées par la guimauve Disney et tout ce qu'on a pu leur apposer ensuite. Donc c'est vraiment des personnages qui pour moi étaient fascinants, parce qu'ils n'ont pas du tout la même morale que nous, pas du tout le même sens du bien et du mal. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans cette saga des outrepasseurs. Et en même temps, donc, il y a une deuxième intrigue qui est enchevêtrée avec la première. Et là, en fait, on voit un groupe de villageois au Moyen-Âge en Île-de-France qui se découvrent victimes d'une malédiction. Et ils vont devoir découvrir en quoi elle consiste et surtout, bien entendu, comment s'en débarrasser. Voilà, pour le premier tour.